Le vent Douglas, le nord donne son plus beau visage. Mais l'ambiance est froide à l'approche d'un château. Il s'y est passé des choses, des phénomènes étranges. On atteint Dunkerque, mais juste avant, on va s'arrêter dans ce lieu énigmatique. Et le reste encore aujourd'hui. Nous voilà arrivés sur le lieu tragique. Un château digne des châteaux écossais. Des tourelles pointues, un air d'avertissement. Mais quel avertissement! Il est déserté depuis déjà longtemps. Il cherche un propriétaire, certainement, pour renouer avec son passé prestigieux. On se met en quête de quelques informations dans le village, mais ici, les gens sont discrets. À peine nous parlent-ils des événements qui s'y sont déroulés. Alors l'histoire étrange n'est pas si vieille que cela. Il y a le nom du château et une date, 1574. Zilhof de Stenbourg, une vieille demeure du XVIe siècle, avec une origine féodale prouvée. Au fil du temps, la fille du seigneur de la Rappe acquiert cette propriété, puis elle passe dans les mains en 1679 à Jacques de Zilhof, seigneur d'Aubigny, qui lui a donné une partie de son nom. Ce sont ses descendants qui ont habité un château jusqu'en 1957. Ils sont dans le cimetière de Sten, et l'église a encore ses 2 sièges nominatifs, comme l'on faisait il n'y a pas si longtemps que cela. C'était un lieu de rendez-vous qui a oscillé entre fastes des cours d'Europe, le roi de Belgique aurait séjourné au château, et l'occupation de la kommandantur pendant la Seconde Guerre mondiale. Une vraie mémoire des lieux enfermés dans ces pierres. Et on nous parle de fantômes, mais à bas bruit. Chut, pas un mot plus fort ni plus haut. Et la conversation se termine aussi sec. Sans rien dévoiler. On ne sait pas, peut-être, on raconte, on répète l'histoire, mais personne n'a vraiment vécu les phénomènes étranges. Alors, vous comprenez, ne posez pas trop de questions, s'il vous plaît. Paix à leurs âmes. On dit, de nos jours, rest in peace, RIP. Une petite fille est décédée dans le parc vers 1850. Elle était accompagnée ce jour-là d'un garde-chasse et a grimpé à un arbre au tronc humide. Mais elle chute et se noie dans l'eau des douves. Et elle meurt quelques heures plus tard dans sa chambre. Un fait que va bouleverser la vie de ce château pendant près d'un siècle, sans que jamais cela transperce les murs. Les portes du château se referment définitivement et tout devient silence. Plus personne n'évoque désormais le passé. Il faut attendre 1968 quand une famille, les Landais, rachète le château pour un projet d'y établir un restaurant. Cela donnera certainement une autre vie et enfin le château ne sera plus seul et vide et vivra. Mais horreur, malheur! Dès l'ouverture au public, des phénomènes de poltergeist se produisent. La patronne des lieux croit voir passer sa fille à une fenêtre à l'étage, mais celle-ci n'a pas bougé du rez-de-chaussée. Les placards de sa chambre se referment brutalement, sans l'aide de personne. Et un soir, Madame Landais range, après le service, dans le hall d'entrée, des revues et de la vaisselle. Et le lendemain matin, quand elle ouvre la porte pour une nouvelle journée de restauration, tout est éparpillé. Et des couteaux sont plantés dans une poutre en orme de la cheminée. On pense à une vengeance d'un membre du personnel ou d'un cuisinier qui aurait mal préparé des plats ou aurait été réprimandé par la chef. Non, rien de tout cela. Et on mène l'enquête. Rien n'est à signaler, aucune raison valable et rationnelle n'est apportée à cette affaire du lundi matin. On ne comprend pas. Qui aurait pu faire cela? Et les choses se tassent un peu. Le restaurant reprend le cours de son activité. Mais en 1970, l'hiver est rigoureux et il gèle. Les douves du château qui l'entourent sont gelées. Une fine pellicule de neige recouvre l'eau glacée. Et quand la patronne arrive au matin de ce 26 décembre 1970, le lendemain de Noël, elle voit une chose
et reste pétrifiée sur place. Qu'a-t-elle vu pour que Madame Landais prenne peur et s'enfuit immédiatement sans ouvrir ce jour-là son restaurant? J'allais dire sans ne plus jamais rouvrir son restaurant. Mystère. Mais Madame Landais revient quelques jours après. Il faut bien préparer le nouvel an, et la maison a du personnel qui s'impatiente de travailler et organiser les repas du 31 et du jour de l'an. Les réservations sont là et il faut assurer les services. Madame Landais n'a plus le cœur à l'ouvrage. Elle est bouleversée. Il n'a plus l'esprit des fêtes de fin d'année. Elle a désormais peur, mais ne veut pas faire fuir toute la clientèle non plus. Et l'année passe, et les phénomènes reprennent. Les couverts du restaurant volent tout seuls. Épuisés, et toute l'équipe du restaurant n'en peut plus, les Landais finissent par vendre le château. Revenons sur ce qu'a vu Madame Landais. Elle a vu de ses propres yeux, rappelez-vous, sur les douves gelées et couvertes de neige, elle a vu des traces de petits pieds d'enfants tout autour du manoir. Et ces traces sont matériellement sans entrée et sans sortie. Mystère. À qui peuvent appartenir ces traces d'enfants? La famille Landais s'enquiert auprès du jardinier et des villageois pour connaître l'histoire du château. Et on leur raconte qu'une petite fille est décédée dans les années 1850. La petite fille est enterrée au cimetière du village dans le carré des tombes des Ilov de Stenbourg. Mais ne figure pas le prénom et le nom sur les stèles. Peut-être que le cimetière a changé et la tombe a disparu. Les villageois sont intarissables sur la légende de Sten. On ressort un curé réfractaire caché dans le château au moment de la Révolution française, voire l'armée allemande installée au château pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais rien de bien probant. Pourtant, on raconte que, vers la fin du XIXe siècle, les Ilov interdisaient l'accès à une chambre appelée la chambre bleue, la chambre de la petite fille. On l'appelle aujourd'hui la chambre du fantôme. On y croit profondément dans le village. De temps en temps, elle laisse ses empreintes dans la neige de l'hiver pour ne pas l'oublier d'aller fleurir sa tombe, car plus personne ne s'occupe de sa tombe. Cette demeure reste encore une énigme. Le propriétaire du château depuis 1987, M. Lambert, étranger à la région du Nord, n'y habitera presque jamais. Il voulait en faire un complexe hôtelier haut de gamme. Mais il est aussi témoin de phénomènes de poltergeist. Il se confie aux gens qui l'interviewent. Il entend quelquefois une voix féminine venant du salon des musiciens, une voix que va entendre aussi une nuit de 1988 des jeunes ouvriers en train de débroussailler les douves. Apeurés, ils refuseront de dormir au château. Ah, c'est le château hanté. Et le château est toujours habité.